Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. L'épreuve la plus difficile durant cette pandémie a sans doute été pour celles et ceux qui ont perdu un proche, des suites du virus ou non d'ailleurs. Les mesures sanitaires ont rendu très difficile le dernier contact avec le futur défunt et les interdictions de regroupement ont considérablement bouleversé les enterrements. Maria Nicolier est partie à la rencontre de ces familles qui ont perdu un parent durant le confinement. Comment ont-elles traversé cette épreuve? Ont-elles trouvé les ressources? C'est le sujet de ce reportage. On se retrouve juste après pour continuer la discussion. Walter est décédé du Covid le 20 avril dans la localité d'Avenches. Son épouse et ses filles n'ont pas pu l'accompagner dans sa fin de vie. Avant de partir, il a passé 5 longues semaines sans les siens. On a eu des liens téléphoniques avec les MS, mais c'était rare et difficile parce qu'il n'entendait pas très bien du fait de son métier qui était scieur, donc il avait une mauvaise ouïe. Il comprenait certainement quand il recevait nos lettres où on écrivait « Mais papa, on ne peut pas venir te voir à cause du virus, on n'a pas le droit d'entrer dans les MS ». Alors il était totalement lucide, il allait très bien mentalement, si ce n'est qu'il perdait la mémoire. Donc on pense qu'il l'a compris sur le moment, mais après il oubliait et lui, il devait se dire, mais pourquoi personne vient me voir? Pourquoi elles ne viennent pas me chercher? Ses 3 filles et son épouse. Pour lui, le sentiment d'abandon, on est persuadé qu'il l'a ressenti. Ça, c'était la scierie de notre papa, où il a travaillé depuis tout petit. C'était une scierie familiale, où il a travaillé d'abord avec son père, avec son frère, et après tout seul, jusqu'à presque l'âge de 75 ans, parce qu'il adorait son métier. Le dernier souhait de Walter était de mourir ici, dans sa maison natale, située juste au-dessus de la scierie, mais c'était avant le Covid. On a l'impression d'avoir subi cette situation comme notre papa l'a subi aussi. Et puis c'est comme s'il nous manquait un mois de sa vie où on n'a pas pu le voir, pas pu l'approcher, pas pu avoir un contact visuel et réel avec lui. Walter a été déplacé à l'hôpital. Sa famille a finalement pu lui faire ses adieux, mais il n'était plus vraiment là. Là, c'était très difficile de le voir inconscient, mais un peu cette chance par rapport à d'autres familles qui ne l'ont pas eu, c'est d'avoir eu ce contact avec lui. Et on sait quelque part qu'il nous a entendus. On a pu lui demander, lui expliquer qu'on voulait absolument venir le voir, qu'on n'a pas eu le droit et que c'était vraiment contre notre gré, contre notre cœur. Aujourd'hui, Walter repose en paix, près des arbres qu'il chérissait. Jean-Marc a perdu ses 2 parents en pleine crise sanitaire. C'est à Lausanne qu'il rencontre aujourd'hui Sarah, la croque-mort chargée de la crémation des corps. Alors, comme on n'a pas pu se rencontrer le jour du décès de nos parents, on va regarder un petit peu maintenant pour une cérémonie. Je ne sais pas si vous avez pu réfléchir un petit peu avec vos frères. Alors, franchement, aujourd'hui, je dirais, j'aurais pas trop envie, mais peut-être que dans un mois, je me dirais, voilà, j'ai résolu un certain nombre de problèmes dans ma tête. J'ai appris que ma maman avait un peu de fièvre. Bon, voilà, elle ne mangeait plus. Puis, de fil en aiguille, quelqu'un m'a quand même dit que... Enfin, une des infirmières m'a dit, voilà, votre maman est en train de partir. Ce que je pressentais, voilà. Quant à mon papa, pourquoi est-ce qu'il est parti tout de suite après? C'était un couple un peu fusionnel. Donc, c'est pas impossible que... Voilà, il ait décidé aussi de se laisser aller. L'EMS a vivement déconseillé à Jean-Marc et ses frères de faire leurs adieux à leurs parents, même à distance. Ils ont renoncé, mais avec le recul, Jean-Marc se sent lésé. Même si mes parents avaient le Covid, le fait de le tenir la main, de se désinfecter avant et après les mains, me paraît tout à fait possible de le faire. Mais ça, à ce moment-là de l'année, on nous a dit que non, c'était pas possible. Alors, si c'était à refaire, j'irais. Mais c'est toujours facile de dire ça après, parce que vous êtes dans un état un peu second quand même, quand vous apprenez, et puis que vous savez que vos parents vont partir d'une heure à l'autre. Donc, il est extrêmement difficile de prendre du recul, et puis de prendre une décision. Et puis, de prendre une décision à ce moment-là. Ça peut être une cérémonie du souvenir. Aussi. Ou un apéro, quelque chose. L'inachevé, quoi. Le sentiment de ne pas avoir pu faire les choses comme il faut,
Ouais, c'est une sorte de mélancolie qui est pas résolue pour l'instant. Qui ne sera pas forcément résolue. Elle va s'atténuer avec le temps, quoi. Il y a d'autres préoccupations. La vie continue. Mais voilà, pour l'instant, c'est un petit peu dommage. De toute façon, les cendres sont chez nous. Oui, je sais. La crise sanitaire a gravement péjoré les accompagnements en fin de vie et les rites funéraires. Pour Sarah, soutenir les endeuillés sans pouvoir les rencontrer n'était pas chose facile. Ils vous ont pas laissé, même pas pour les derniers instants? Non, absolument pas. Oui, c'est un autre langage, effectivement. On essaye de mettre quelque chose dans la voix, de l'empathie dans la voix, on essaye de montrer, de faire des gestes avec la voix. Pour les autres. C'est pas facile, hein, mais j'ai eu des très bons contacts avec les familles par téléphone. Alors, il y a juste une recommandation que je peux vous donner, c'est de ne pas toucher le défunt. Nous, on a reçu ces mesures-là. Parce que souvent, c'est vrai qu'ils ont envie de leur faire un bisou, rien que de toucher la tête, les cheveux, ou l'épaule. C'est vrai que c'est difficile. Le virus a imposé des contraintes douloureuses aux endeuillés. Fabienne, qui habite au Diableret, a tout de même tenu à faire une cérémonie pour son père Max, aussi modeste soit-elle. C'était une église vide. C'était une église vide. Il y a eu une petite dérogation, si on veut, parce que normalement, le pasteur et l'organiste sont comptés dans les 10 personnes. Et puis, ils ont dit, l'organiste, il est au perché, et puis le pasteur est bien devant, donc on peut être 10. Max a été testé négatif au Covid. Il est décédé d'un choc septique. Depuis la mort de sa femme, sa vie était plus difficile, mais il venait toujours le week-end chez sa fille, au Diableret. Il était très attaché au Diableret, il aimait bien faire, quand il pouvait encore faire de longues balades. Et il a fait du ski, il skiait encore jusqu'à 79 ans, 80 ans, il a skié. Et oui, c'était un moment, je ne sais pas le terme, mais c'est quand on est sorti, par exemple, il n'y a pas d'honneur, puisqu'on rend pas les personnes n'ont pas rendu les honneurs, parce que c'était que mes enfants, ma sœur, mon neveu, mon petit-fils. On était devant l'église, on rend à distance les uns des autres. On ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se serrer dans les bras. On était là pour voir partir ce cercueil, c'est le corbillard. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de circulation, il n'y avait personne dans les rues. C'était un peu irréel. Parfois, c'est la situation qui le veut, puis on est un petit peu peut-être fataliste, mais il faut suivre les directives, et puis on a fait ce qu'on a pu, et on est content de l'avoir fait. Fabienne veut organiser une cérémonie en grand pour son père, quand les autorités le permettront. Dans le canton de Neuchâtel, au village de Savagnier, les cloches ont sonné pour Eddy, décédé en pleine crise sanitaire. Une cérémonie a eu lieu dans cette grange rénovée, réunissant Henriette, sa femme, ses 5 enfants et ses 6 petits-enfants. Alors voilà, on a fait notre petite cérémonie entre nous, ici dans la grange, et puis le cercueil de mon mari était posé comme ça. Et puis voilà, on a fait notre petite cérémonie privée. Eddy, musicien à ses heures, bricoleur et créateur d'ateliers pour personnes en difficulté, est décédé d'un cancer et non du Covid. Ainsi, Henriette a pu ramener le défunt dans le lieu qu'il affectionnait. Je ne sais pas comment j'aurais fait si on n'avait pas pu le faire, mais pour nous, c'était vital, oui. Et les enfants les familles étaient réparties ici dans ce lieu en tenant compte des distances par famille. Moi, j'étais toute seule dans mon coin. Alors, le fait, oui, effectivement, le fait de ne pas pouvoir prendre mes enfants dans les bras, de ne pas pouvoir
échanger les écritures, les papiers, les lettres, et puis de ne pas pouvoir se serrer dans les bras, effectivement, c'était très dur. Mais en même temps, je dirais que c'était très dur, puis en même temps, on a trouvé une autre relation. Et ça, je les remercie, je me dis, mais c'est extraordinaire, on se criait d'un bout à l'autre, on se crie d'un bout à l'autre, je t'aime, je t'embrasse, je te serre dans mes bras, tout ça, on se le disait. Et puis, on ne pouvait pas le faire, mais on se le disait. Et il y avait quelque chose dans le regard des gens qui était juste extraordinaire, que je ne sais pas, qui était d'une intensité, je pense, particulière. Les mesures fédérales se sont assouplies et Henriette s'autorise à étreindre ses petits-enfants. C'est bien? Oui, je les prends de dos. Mais je les embrasse pas, je ne me mets pas face à face, mais j'ai plaisir à les serrer dans mes bras. Ça fait du bien. Les amis d'Eddie n'ont pas été mis de côté. Henriette leur a prié d'écouter Jean Ferrat pendant la cérémonie. Des centaines de personnes se sont ainsi recueillies ensemble, sans être ensemble. J'écoute à nouveau Jean Ferrat et l'émotion monte. Que c'est beau. Mais bravo, je dis bravo moi, bravo mes enfants, bravo nous, quoi. On a réussi à faire quelque chose où nous ici on était seuls et puis quelque part on n'était pas seuls. Que c'est beau, la vie. Alexandra Spies, bonjour. Bonjour. Vous êtes thérapeute de famille, responsable d'Astram Genève. Peut-être une petite réaction au reportage qu'on vient de voir. Écoutez, vous dire que je trouve que c'est plutôt une jolie démarche que de donner la parole à ces familles, en tout cas celles qui ont été d'accord de participer à ce reportage. Je me disais qu'il y a quelque chose aussi d'unique, c'est-à-dire quand on dépose son récit, qu'on voit qu'il est recueilli par une personne, qu'il est diffusé, c'est aussi faire de cette expérience de perte une perte unique dans un moment où il y a une pluralité de décès, où parfois la personne décédée est un peu un chiffre dans une journée. Et je trouve que c'est redonner aussi quelque chose de l'ordre de l'exceptionnalité dans ce contexte. Alors quand même un chiffre, il y aura un peu plus de 1600 décès liés au coronavirus, mais les situations qu'on a vues, ce n'est pas forcément des familles proches de personnes décédées suite au coronavirus, mais ça peut être des soins palliatifs suite à un cancer. Ça a touché en fait beaucoup plus de familles, ces situations exceptionnelles, ces mesures sanitaires, le fait qu'on ne puisse pas faire de regroupement, donc du coup d'enterrement en Suisse romande, ça a concerné beaucoup de gens. Bien sûr, c'est aussi tout cet aspect qui rejoint d'ailleurs pour moi la démarche aussi du reportage. Donner la parole, c'est aussi reconnaître la fonction, enfin une des fonctions des rituels, c'est-à-dire de regroupement au moment où il y a une personne qui nous est proche qui décède. C'est pas seulement quelque chose qu'on fait pour le mort, je dirais à l'intention du mort, mais c'est aussi recevoir une certaine forme de reconnaissance, la présence de gens, la présence de monde. D'ailleurs, on le voit dans un des reportages où cette femme dit mais il n'y avait personne, on n'a pas pu avoir les honneurs, etc. Rendre honneur à la personne, ça a privé en tout cas, enfin ça a fait beaucoup de choses. Je dirais ça a ajouté tout un tas de dimensions particulières au deuil, mais notamment peut-être de priver en partie certaines familles de la reconnaissance que donne la présence de monde autour de soi. Je pense que ça a ajouté aussi une dimension d'isolement. Beaucoup de gens ont ressenti de l'isolement. Donc imaginez quand on est en deuil et qu'on se sent déjà en partie un peu délié de notre entourage parce qu'on vit quelque chose de très différent des autres. Donc c'est de toute façon un sentiment qui colore déjà, je dirais, l'état de deuil quelque part, mais qui a été renforcé effectivement par ce contexte de confinement. Je pense qu'il y a eu une double peine à plusieurs niveaux. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui peut se passer quand tout d'un coup tout est chamboulé comme ça? On ne peut pas forcément rendre honneur, comme vous le dites, de la meilleure des façons, faire son deuil de la meilleure des façons. Qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur? Bon, je pense qu'une des émotions, en tout cas, qu'on voit bien dans ce reportage, qui est exprimée par plusieurs personnes, c'est la question de la culpabilité. Alors, la culpabilité, c'est une émotion de toute façon qui est présente dans toute perte, je crois. Je ne vois personne qui, à un moment donné, n'a pas ce sentiment-là, c'est-à-dire on n'a pas fait assez, on n'a pas dit. Mais je dirais que là, dans ce contexte Covid, il y a eu parfois, je dirais, une
une culpabilité immense, soit parce qu'on a transmis, soit parce qu'on n'a pas pu être présent pour la fin. Nous, par exemple, au niveau thérapeutique, on va beaucoup essayer d'amener comme une espèce de dialogue de soi à soi, mais soi porteur de la parole de celui qu'on connaissait bien, pour voir comment on peut mettre aussi en discussion cette notion de culpabilité. C'est-à-dire concrètement, vous leur dites quoi Concrètement, ça pourrait être de dire, vous qui le connaissiez si bien, est-ce qu'il serait surpris que vous soyez aux prises avec toute cette culpabilité qui est la vôtre ? Qu'est-ce qui pourrait vous dire, qui vous apaiserait ? Quel aurait été... Voilà, si vous voulez, c'est de mettre finalement un dialogue, de permettre qu'il y ait un dialogue intérieur entre soi et ce qu'on sait de l'autre et qu'on porte aussi à l'intérieur de soi. Là, après un décès, généralement, les personnes s'activent pour faire l'enterrement, pour faire les préparations, le fleuriste, l'église, etc. Là, tout d'un coup, il y a comme un faux rythme un peu. On ne sait pas quoi faire, on est un peu groggy, on essaye de trouver des clés pour faire le rituel au mieux. C'est très spécial. D'autant que cet état d'hyperactivité qui est souvent assez présent, un moment juste après qu'on ait appris la mort de quelqu'un, souvent ça permet, on a beaucoup de choses à faire. Et cette hyperactivité, elle a une fonction aussi, c'est-à-dire qu'elle permet, elle est une sorte de protection, si vous voulez. On a plusieurs mécanismes de défense et ça peut en être une parce qu'on est à ce moment-là pas encore complètement en contact avec l'éprouvé. Ça permet aussi de se protéger de cette effraction que représente au fond la mort du proche. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu faire ce qu'elles auraient fait s'il n'y avait pas eu ce contexte-là, c'est-à-dire qu'elles se sont retrouvées beaucoup isolées, beaucoup inactivées. Et ça a coûté à un certain nombre, effectivement, de personnes qui se sont retrouvées à vivre une perte dans ce contexte Covid. La question d'enterrement, c'est une question que les gens ne savaient pas trop comment y répondre. Est-ce qu'on enterre quand même en petit comité? Est-ce qu'on repousse? Comment on fait ce rituel qui sert à faire le deuil? Là, il a fallu faire de manière un petit peu artisanale quelque part. Oui, c'est vrai. Alors on voit effectivement, je dirais que il y a eu pas mal de professionnels qui se sont mobilisés aussi pour répondre à ces familles qui étaient touchées par un décès à ce moment-là. Je dirais qu'on a essayé aussi d'inviter ces familles à réfléchir à qu'est-ce qui pouvait être fait en lieu et place de. C'est-à-dire le rituel, comme je vous disais, il y a cette fonction de la reconnaissance, mais il y a aussi faire quelque chose pour soi et l'autre. C'est faire quelque chose pour la relation. Donc à ce titre-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. La relation continue même après la mort, c'est ce que vous dites. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est la fin de la vie, mais pas tellement la fin de la relation qui va passer plutôt, je dirais, qui va s'intérioriser. Mais donc il y a beaucoup de démarches d'écriture qui peuvent être faites. On peut écrire aux personnes qu'on aurait souhaité voir présentes. On peut faire un hommage différé. On peut faire un rituel entre familles, je dirais, nucléaires proches en fonction de qui est décédé. Il y a plein de manières de pouvoir faire quelque chose, mais pour autant, je dirais que c'est pas toujours facile de mobiliser de la créativité. Alors par contre, on le voit effectivement dans la dernière famille du reportage. Je trouvais très joli comme ils ont pu raconter finalement ce qu'ils avaient fait. Et puis ces mots qui ont pu être dits malgré la distance. Cette cérémonie à distance où les proches étaient à distance dans cette... Ce qui m'a d'ailleurs touchée en les entendant, c'est que je me disais, il y a aussi l'absence de bras. On voit cette femme qui a perdu son mari. On ne peut pas serrer les gens dans les bras. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose aussi qui a, je pense, beaucoup compté. C'est-à-dire en tant que personne âgée, de ne pas pouvoir être prise dans les bras parce qu'on est vulnérable, c'est dur. Toute dernière question, Alexandra Spies. Qu'est-ce qui va rester? On a l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de la mort, de comment faire son deuil en cette période de coronavirus, comme si tout d'un coup on redécouvrait qu'il y avait des morts autour de nous et qu'il fallait penser ce deuil. Qu'est-ce qui va rester après cette phase un peu spéciale qu'on a tous vécue? Je ne pourrais pas vous dire ce qui va rester, je pourrais vous dire ce que je souhaiterais quelque part qui reste, c'est qu'au fond on puisse effectivement sortir de ce tabou quand même assez fort, je trouve, dans notre société autour de la mort. Je pense qu'une des réponses quelque part, mais qui n'est pas forcément pour moi dans le Covid, c'est que je pense qu'il y a pour moi, tous les projets qui sont intergénérationnels, qu'on voit de plus en plus fleurir aujourd'hui aussi, c'est aussi une manière d'intégrer, je trouve, les personnes âgées. C'est aussi une manière d'intégrer la fin de la vie dans la vie, quelque part. C'est de cesser de couper ces personnes qui vieillissent aussi des proches. C'est peut-être d'en parler dans les écoles. En tout cas, je ne sais pas. Nous, on fait beaucoup de démarches dans ce sens-là pour essayer de sensibiliser aussi les professionnels à oser parler de ça. Ça fait partie de la vie. Moi, je souhaiterais qu'il y ait... Mais comme beaucoup de monde souhaite que le Covid ait changé beaucoup de choses, je ne sais pas. On verra.
Alexandra Spies, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous. L'invité que je vais recevoir maintenant est un des journalistes les plus capés de Suisse romande. Serge Michel a dirigé les rédactions du Monde et du Temps. Il a lancé l'année dernière le média en ligne ID.news. Serge Michel était donc au front quand soudain son père a contracté le coronavirus et on est mort. Il lui a rendu hommage dans les colonnes du 24 heures avec ce titre « Jean-Paul Michel, 484e mort suisse du coronavirus ». Serge Michel, bonjour. Bonjour. Vous avez pu voir le reportage tourné par Marianne Nicolier. Est-ce que ça fait écho à ce que vous avez vécu ? Oui, je crois que dans chacun des personnages du reportage, il y a un peu de ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu, disons, en famille. À la fois dans la difficulté de voir mon père dans la maladie avant sa disparition, à la fois dans la difficulté de lui dire au revoir. Il y a beaucoup d'éléments qui nous touchent, ouais. Il y a cet élément de la culpabilité, la double peine presque, c'est-à-dire qu'on a de la peine à pouvoir lui dire au revoir. Parfois, la personne ne comprend pas pourquoi on ne va pas la voir. Est-ce que vous avez vécu ça aussi, cette difficulté-là ? On a eu beaucoup de peine à lui parler pendant qu'il était malade, mais qu'il était encore tout à fait en forme d'une certaine manière. Il avait à certains moments un masque respiratoire simple, mais qui faisait qu'il avait de la peine à s'exprimer au téléphone. On est 2 frères à avoir pu aller le voir avant qu'il soit endormi pour l'intubation, et donc nous seuls avons pu vraiment l'approcher dans les derniers jours. Et puis ensuite, le reste de la famille a pu le voir, mais quand il était déjà inconscient, avec cette idée, est-ce qu'il nous entend ou pas ? Donc je pense qu'il y a une partie de la famille qui se sent frustrée d'avoir pas pu le voir et qui se sent peut-être un peu coupable de l'avoir abandonné. Moi je crois que non, il était très entouré à la fois par les médecins et par nos téléphones, etc. Mais c'est vrai que c'était un peu le pic de l'épidémie, et le personnel hospitalier était très, très, très nerveux. C'était très professionnel, mais quand même on sentait une nervosité. Et ça a été pas facile en fait de trouver des gens, de leur parler, d'avoir des explications. Et sans compter qu'il y a eu un moment où il a fallu vraiment les convaincre de l'intuber. Ouais. Pour eux, une personne âgée comme lui, c'était pas forcément la peine d'essayer. Ouais. Et nous, on savait que notre père voulait vivre, et donc on a un peu insisté pour ça. Ouais, cette discussion avec le personnel hospitalier, ça n'a pas dû être très simple. Est-ce que vous avez pu faire, peut-être pas votre deuil, parce que c'est évidemment peut-être encore un peu tôt, mais disons un enterrement, un rituel, est-ce que vous avez trouvé une manière de le faire ? On s'est réunis, donc il avait 4 fils, plus sa femme, et les conjointes et les conjoints. Donc ça faisait plus de 10 personnes. On s'est réunis dans son jardin quelques jours après sa mort, et à des distances un peu comme vous et moi aujourd'hui, c'est-à-dire à plus de 2 mètres, avec certains avaient des masques. On avait éteint les téléphones parce qu'on savait que les téléphones étaient suivis et qu'on était plus que le nombre autorisé. Ah ouais, c'est ce petit aspect. Et il y avait comme ça un côté très irréel en fait, d'une cérémonie où on a écouté sa voix sur un enregistrement, on a écouté de la musique qu'il aimait. Il s'est passé quelque chose vraiment émouvant, mais en même temps c'était très frustrant de ne pas pouvoir étreindre mes frères par exemple. Ça, c'est la cérémonie. Vous lui avez aussi rendu hommage d'une manière peut-être un peu spéciale. Vous êtes journaliste, vous avez écrit un article dans les colonnes du 24 heures pour lui rendre hommage avec finalement les grandes étapes de sa vie. Ça, c'était votre façon à vous. C'est ce que vous avez trouvé pour lui témoigner votre hommage ? Je sais pas, je me suis dit, voilà, c'est quand même quelqu'un qui avait impacté un peu la vie des gens. Il avait construit des maisons dans lesquelles plusieurs centaines de familles sans doute habitent encore aujourd'hui. Donc je me suis dit, c'est quelqu'un qui compte pour son entourage, et dans cette espèce d'épidémie où il y a beaucoup de morts chaque jour, je me suis dit, ça vaut la peine de juste éclairer ce qu'il a été. J'ai l'impression que cet article a fait le tour du monde. Et peut-être parce que c'est vrai que dans cette espèce de drame, les morts n'avaient pas de visage, et que le fait de faire cet article tout simple sur la vie de mon père, ça a donné un visage à un des morts en Suisse. Vous avez dit que c'était la 484e victime du coronavirus. Faire cet article, c'est de dire, c'est pas juste un chiffre, c'est pas juste une donnée, une statistique qu'on sort au JT le soir, mais il y avait un homme derrière, un passé, une histoire. C'était mettre une histoire sur votre père. Voilà, moi je me suis vraiment adressé au lecteur vaudois d'une certaine manière, parce qu'il était une personnalité vaudoise. Il a travaillé toute sa vie et habité dans le canton de Vaud, donc je me suis dit c'est pour 24 heures, c'est une histoire pour eux, mais c'est vrai que ça a été beaucoup plus large. Et en fait, cette espèce de communion qui s'est passée autour de cet article et de tous les messages que j'ai reçus pour moi et ma famille, ça a été comme une cérémonie virtuelle en vérité. C'est comme si on était tous dans une grande église et que les gens pouvaient se parler. Ça m'a fait l'effet d'une cérémonie virtuelle. Ouais. Il y a aussi une réflexion, alors
pas seulement sur votre père, mais sur votre métier. Vous écrivez, je vous cite, c'est un peu long comme citation, « Je ne pensais pas non plus que cette calamité de coronavirus que je couvre comme journaliste depuis des semaines allait frapper si proche de moi. Je me remets en question. J'espère avoir été, lors de mes reportages, dénué du cynisme qui caractérise parfois ma profession. » C'est un peu dur, ça. C'est vrai qu'on a une profession qui parfois est touchée par le cynisme. Disons que j'ai été reporter de guerre en Afghanistan, en Irak, en Somalie, etc. Et dans ces cas-là, les malheurs, la guerre, c'est toujours pour les autres. Et nous, on s'en sort, on couvre la chose, on la raconte bien ou pas bien, et après on rentre. Et dans cette pandémie-là, les malheurs n'étaient pas pour les autres, ça a été pour nous. Et c'était très particulier dans un moment où on couvrait avec notre site qui est dédié à la santé et à la science, donc très proche des thématiques de la pandémie. On couvrait ça de façon intensive depuis des semaines. Et que ça touche si proche, c'est vrai que ça a été une surprise pour moi et ça m'a peut-être ouvert les yeux sur Voilà, il y avait à ce moment-là toute une discussion qui démarrait sur est-ce qu'il faut vraiment sacrifier toute la jeunesse et l'activité de la jeunesse parce qu'il faut sauver les personnes âgées. Laissons mourir les personnes âgées au profit de l'économie et de la jeunesse. Il y a eu ce petit débat pendant un moment. Il y a eu ça, et pour moi, c'est pas un débat en fait. Ouais. C'est pas parce que c'est mon père qui a été touché, c'est aussi parce que je pense qu'on ne peut pas diviser la société en vieux, jeunes, et laissons partir les vieux et laissons courir les jeunes. Je crois que ça se pose pas dans ces termes-là. Sur votre site, le site que vous avez cofondé, vous êtes directeur éditorial d'ID.news. Il n'y a pas d'avis mortuaire, mais peut-être, vous m'avez dit en préparant cette émission, des nécrologies, peut-être qu'on devrait faire plus de nécrologies, plus longues, plus raconter ceux qu'on a perdus et les personnes qu'on a perdues. Et parfois, on ignore un peu leur vie. Est-ce que ça vous a fait aussi réfléchir de ce côté-là ? Disons que, je sais pas, on est entouré de tombes ici et chacun là a une histoire. Et c'est pas forcément Michel Piccoli qui est une célébrité et quand il meurt, il est très encensé et voilà, on revient sur lui, etc. Je pense que chacun a une histoire et que chacun a côtoyé beaucoup de gens et voilà. Mon père n'était pas une célébrité, il était, je sais pas, un personnage d'Yverdon et du canton de Vaud. Mais le fait que ça a touché beaucoup de gens de raconter sa vie, je pense que ça me donne aussi l'idée que là, il y a beaucoup, je sais pas, un boulanger, un commerçant, un entrepreneur, il y a un impact social d'une vie et je trouve que dans la presse, dans les médias en général, on raconte pas ça du tout. On a ces quelques lignes des annonces mortuaires qui sont très frustrantes et puis les histoires sont pas là en fait. Donc moi je trouve que journalistiquement il me manque quelque chose et je trouve qu'il y a une transmission qui se fait pas forcément aujourd'hui. Merci beaucoup Serge Michel d'être venu nous apporter votre témoignage. Merci. C'est la fin de cette émission. Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse mail fautpascroire@rts.ch ou en nous postant un petit message sur notre page Facebook. La semaine prochaine, il sera question de désobéissance civile. De Gandhi à Martin Luther King, des Femen à Greenpeace, la désobéissance civile est un moyen de lutte largement répandu qui prône la résistance dans la non-violence. Je vous dis donc à samedi prochain et d'ici là, portez-vous bien.